Aujourd'hui, les Wishiners, nous partons ensemble pour la ville de Chengdu dans l'ouest de la Chine à la rencontre de Julie, une entrepreneuse française d'origine chinoise qui m'a intrigué dès notre rencontre. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo où elle va nous parler de son parcours, de son choc à son arrivée pour la première fois en Chine, Ça m'a vraiment saisie, j'avais le souffle coupé. de comment elle a rejeté violemment sa double culture à l'adolescence, Je voulais prouver à tout le monde que j'étais française et beaucoup plus française que des Français. comment elle a réussi à en faire une voie de développement personnel aujourd'hui, et enfin comment la Chine et les Chinois l'ont transformée. Qui aujourd'hui m'illumine. Vous allez voir, son témoignage est très inspirant et d'une rare authenticité. Allez, un petit thé du Sichuan et c'est parti. Eh bien Julie, merci d'avoir accepté de discuter avec nous de ton parcours. On s'est rencontrés il y a peu de temps. J'ai trouvé intéressant tout de suite d'échanger avec toi pour plusieurs raisons. D'abord, tu es la première Française d'origine chinoise que je rencontre qui n'a pas appris le chinois avec ses parents. Peut-être tu nous en diras un peu plus après. Et aussi, si j'ai bien compris, il me semble que tu as souhaité venir en Chine et établir un projet ici contre l'avis de tes proches. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce qui t'a amené en Chine et ce que tu fais maintenant en Chine? Je m'appelle Julie, j'ai décidé de venir en Chine il y a maintenant 2 ans. Je suis fondatrice de la boutique en ligne de e-commerce Les Petits Imprimés qui vend des vêtements, donc avec des petits imprimés, des petits détails, etc. Et ce qui m'a menée ici, ça commence à travers l'apprentissage des langues. J'ai d'abord étudié à la fac de Metz, en LEA, l'anglais et l'allemand. J'étais vraiment passionnée par la langue japonaise et donc en candidate libre, j'ai rejoint les cours de japonais. En rejoignant ces cours de japonais, j'ai eu ma première expérience au Japon. On a accepté de m'envoyer au Japon et j'ai passé 3 mois là-bas. Ensuite, en 3e année, on avait un stage à l'étranger. J'ai décidé d'aller à Hong Kong parce que mes parents sont originaires de là-bas. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'ils vivent en France, mais c'est vrai qu'ils sont de là-bas et je me suis dit pourquoi pas essayer également. Et puis c'est pas mal. À l'époque, je pensais beaucoup aussi à ma carrière, au CV. Donc Hong Kong, c'est assez reconnu. Tout à fait. Donc je me suis lancée. Ces 2 expériences à l'étranger, ça m'a vraiment débloqué quelque chose. Ça m'a fait découvrir une passion ou vraiment un très grand intérêt pour ailleurs. Le fait de partir, de découvrir de nouvelles choses. Les langues, malheureusement, après ma licence, ne me permettaient pas vraiment de beaucoup voyager. En termes de carrière professionnelle, etc., c'était assez bouché. Donc j'ai décidé de m'orienter un peu plus vers le commerce international. J'avais déjà une petite formation. C'est pour ça que je suis passée donc à Nancy et que j'ai fait un master dans le commerce international et tout était en anglais. Donc en fait, je pouvais continuer à garder les langues, mais plus orientée vers le commerce, le pratique. Pendant ce master, en première année, il fallait encore faire un stage. Donc là, j'ai décidé de partir aux États-Unis, encore une fois pour le CV. Je me suis dit, c'est vraiment très sympa d'avoir Hong Kong, Japon et puis États-Unis complètement l'autre côté. Voilà, sur le CV, c'est pour ça que j'ai fait ça en fait, à la base, et parce que voilà, c'était une expérience intéressante. C'est le top mondial là. C'est ça en fait, je voulais travailler ça, carriériste. On a travaillé le CV. Et puis, dernière année, c'est là que tout s'est joué. On avait le choix entre partir en Chine et partir au Brésil. Mais je me suis dit, le Brésil, c'est sûr que j'irai en voyage, parce que ça me plaît vraiment. Alors que la Chine, j'avais pas d'attrait particulier pour cette destination. Et je me suis dit, c'est un bon challenge qui peut vraiment m'apporter quelque chose sur le long terme. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà venue en Chine? Jamais en Chine continentale. Par contre, puisque mes parents sont hongkongais, depuis très jeune, tous les 2 ans, on allait quand même à Hong Kong pour passer des vacances. Donc là, c'était vraiment le saut dans le grand bain de la Chine continentale. J'avais beaucoup d'a priori en tant que déjà française, mais aussi d'a priori lié au fait que mes parents soient hongkongais et que en fait Hong Kong a aussi une image de la Chine qui est différente de ce qu'est la Chine. D'accord, voilà. Intéressant, parce que nous, sur cette chaîne, justement, on cherche à montrer le visage d'aujourd'hui de la Chine, notamment continentale, principalement. Voilà, c'est ça. Et donc moi, je suis arrivée avec ces 2 bagages en tant que Française et une influence hongkongaise en Chine. Et je m'attendais, honnêtement, déjà de Chengdu, là où je vis aujourd'hui, c'était inconnu pour moi. Je n'avais jamais entendu le nom de cette ville. Et oui, elle est peu connue en France. Voilà. Très, et à très l'étranger, de manière générale, très peu connue. Alors qu'il y a 15 millions d'habitants. C'est impressionnant. Et personne ne connaît cette ville. Donc là, c'était pour la dernière année d'études, hein, si j'ai bien compris. Tu es arrivée en Chine et tu n'avais fait que Hong Kong jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai
tout découvert sur place. L'immensité de la ville, les gens, la nourriture, la culture, etc. Ça a été un choc pour moi de voir que tout était si différent de ce que j'imaginais. Je me souviens que je suis arrivée la première fois à Tianfu Square en pensant être dans une petite ville de Chine, un peu reculée. J'avais peur un peu de tout. Pour moi, tout était peut-être sale. Qu'est-ce que j'allais manger? Et puis, je suis arrivée à Tianfu Square avec tous ces buildings, les lumières, et je ne savais pas du tout où j'étais. Mais vraiment, j'en ai vraiment rigolé. Ouais. Ouais, c'était... Est-ce qu'on peut dire que tu as expérimenté en fait la modernité chinoise que très peu de gens en France ou à l'étranger en général perçoivent? Ça t'a un peu comme ça saisi? Voilà, c'est ça. Ça m'a vraiment saisie. J'avais le souffle coupé. Je me suis dit, mince, je m'attendais à quoi en fait? Vraiment impressionnant, quoi. Ce qu'on explique souvent sur la chaîne WeChine, c'est que la Chine est immense. C'est 14 fois la France. Il y a des régions qui sont extrêmement modernes, bien plus modernes que les villes françaises d'aujourd'hui. Et il y en a d'autres évidemment qui sont encore très rurales et où il y a beaucoup de choses à faire en termes de développement économique. Ouais. Mais c'est vrai que quand on va dans les mégalopoles chinoises, c'est impressionnant de modernité. Oui, c'est vrai. Et j'en ai vraiment fait l'expérience. Et souvent, on pense qu'à Shanghai, Pékin. On oublie aussi des villes qu'on considère de second rang en Chine, donc de moyenne taille, qui en fait rivalisent largement avec des villes internationales. C'est intéressant d'arriver et de voir ça, d'être témoin de ce décalage entre l'image qu'on a et la réalité du terrain. Vraiment... j'ai adoré. C'est ce décalage d'image justement que nous on veut réduire. On cherche à partager la Chine d'aujourd'hui avec les francophones. Tu as fait une année d'études, c'est ça, en Chine? Un semestre. Un semestre. Ensuite tu as commencé à travailler ici directement? Ou tu es rentré en France d'abord? Est-ce que c'était évident pour toi qu'il fallait rester ici pour travailler? Pas du tout. Ça a été une période très très difficile. Courte mais très difficile pour moi. Parce qu'en fait donc, j'ai découvert la Chine comme ça. Avec cet échange universitaire. Ça a tout remis en question. Je pense que c'est vraiment le plus grand tournant de ma vie, dans le sens où ma carrière était toute tracée dans ma tête. J'avais un bagage de langue, un bagage dans le commerce international. Je voulais utiliser ce bagage-là pour faire carrière peut-être en Amérique du Nord. Je me voyais avancer dans la vie avec cette carrière-là. Et je suis arrivée en Chine. J'ai découvert de nouvelles sensations, de nouveaux intérêts, des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant. Souvent, je me disais cette phrase « Ah, mais j'avais jamais pensé à ça avant ». Et en fait, tu remets tout en question. Ça a été le tournant qui a fait que, une fois de retour en France après mes études, soit je partais sur ce que je m'étais prédit, soit je retournais en Chine pour creuser quelque chose qui était très flou pour moi, qui m'attirait, il y avait une petite étincelle. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très intéressant à découvrir, mais c'est flou, il n'y a pas de plan. C'était vraiment très déstabilisant. Et c'était un attrait pour le pays, la culture, ou pour ton développement personnel en Chine? J'ai l'impression que c'est un peu de cet ordre-là, non, quand tu dis que ça t'a posé des questions. Le tournant dont tu parles? C'est un tournant personnel et professionnel. Principalement, je dirais mental. Comme je disais, tout était tracé, et puis on se retrouve avec un second choix qui n'est pas du tout tracé, et on doit faire un choix maintenant parce qu'on a le diplôme, il faut se lancer dans la vie. Les gens ont des attentes de nous, on a des attentes pour nous-mêmes, et faire ce choix un peu irraisonné qui n'est pas planifié, c'est pas dans nos habitudes, je trouve, culturelles françaises. On aime beaucoup quand c'est assez carré, on sait où on va, c'est logique. Voilà. Et pour tes parents donc hongkongais, même si toi tu es française, tu as une culture française, etc. Pour eux, est-ce que c'est aussi dans la logique d'une carrière construite où tout est tracé, ou est-ce que cette deuxième option dont tu parles, ce deuxième choix possible, c'est quelque chose qui est envisagé dans la culture de tes parents au départ? Très difficilement envisagé par mes parents, dans le sens où c'était pas très sécurisé. Rien que le fait que ce soit la Chine. Comme je disais, l'image de la Chine n'est pas est très différente à l'étranger. C'est pas vraiment rassurant de savoir que ton enfant a décidé sur un coup de tête, après un semestre en Chine, d'aller s'installer en Chine pour essayer quelque chose, mais elle ne sait même pas quoi. Ça, c'est l'effet Chine. Hein. Ça, c'est ça. Welcome to China, voilà. Ça peut changer la vie. Exactement. C'est très difficile de mettre des mots dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit. Moi, j'ai ressenti ça. Mes parents, c'était un peu plus difficile à comprendre.
Mais j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont appris à me faire confiance avec le temps. Et donc à ce moment-là, ils m'ont dit d'accord, bon, bah, si tu penses que c'est ce qu'il faut, ce que tu veux, alors bon, bah, fais-le. Et puis tant qu'il y a un petit peu de cadre, c'était bien. Donc il fallait quand même que je trouve un travail. Voilà, il faut un minimum de cadre, bien sûr. Mais... Donc si je comprends bien, tu as développé la marque Les Petits Imprimés en parallèle d'un travail ici en Chine. Exactement. Donc il y avait à la fois l'aspect sécurité et l'aspect entrepreneurial. Voilà, c'est ça. J'ai commencé, voilà, ces deux projets, comme tu dis, c'est l'aspect sécuritaire de l'emploi, parce que il faut subvenir à ses besoins, et puis faut rassurer aussi son entourage. Et puis ça me plaît beaucoup, ça me permet d'apprendre la langue, de voir la culture chinoise en entreprise, mais aussi en dehors, évidemment. Rentrer dans la culture dans différentes dimensions. Et être avec des Chinois en entreprise, on en apprend énormément sur la culture chinoise. Tout à fait. À travers la langue, et on apprend énormément aussi, c'est impressionnant. Si j'étais vraiment que dans l'entrepreneuriat, je passerais vraiment à côté de choses essentielles qui aujourd'hui m'illuminent. Je suis vraiment toujours impressionnée, surprise par des choses du quotidien. Donc je suis contente d'avoir les deux. Dans une logique d'entrepreneur, ça correspond à la stratégie qui consiste à ne pas brûler ses navires, rester dans un environnement assez sécurisé, notamment en termes de revenus, développer son projet à côté, et quand le business est suffisamment gros, arrêter l'activité initiale. Donc c'est cette stratégie-là. Donc c'est cette stratégie-là, c'est vraiment y aller petit à petit. Il faut réussir à gérer les deux projets et être investi dans les deux. En termes de temps, c'est compliqué, charge mentale, ça peut être compliqué aussi. Et c'est de l'optimisation. Il faut savoir utiliser les ressources qu'on a, à quel moment il faut mettre le paquet là-dessus ou là-dessus. C'est de la stratégie de vie, en fait. Julie, si tu veux bien, maintenant, on va parler un peu de la question de la double culture, puisque ça, c'est une discussion qu'on avait eue aussi il y a quelques jours, et j'avais bien aimé la façon dont tu exprimais ça. Tu n'as pas appris le chinois en étant enfant. Tu semblais dire que pendant un temps, en tant que Française d'origine chinoise, tu avais un peu mis de côté la culture chinoise. Enfin, il y avait eu un peu un sentiment particulier à son égard. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aussi, comment maintenant tu gères la double culture en étant en Chine? Au-delà de mettre de côté ma culture chinoise, mes origines chinoises, je suis vraiment allée dans l'extrême. J'ai entièrement rejeté cet aspect-là de ma vie. Je suis née en France, grandie en France. J'ai été élevée vraiment à la française, en fait, parce que j'ai principalement grandi dans une famille française. Je ne sais pas si ces exemples peuvent bien montrer le cadre dans lequel j'ai grandi, mais vraiment, j'ai grandi avec Starmania, avec le dîner de con, voilà. Si, c'est parlant, oui. C'est la culture française, c'est populaire. Ma culture, voilà. Tout à fait. Là, c'est vraiment ma culture, c'est ma langue. Pendant des années, ça se passait bien, jusqu'au moment où j'ai eu 15 ans. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais à 15 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Sans doute, je commençais à vraiment entendre soit les remarques ou les petits surnoms que j'avais, qui avant ne résonnait pas en fait, et puis à partir de cet âge-là, de 15 ans, ça commençait à résonner. J'étais peut-être qualifiée par mon apparence. Donc, par exemple, plutôt que de dire Julie, c'était tu sais la chinoise. Et c'est vraiment pas méchant, je le sais. C'est juste que c'est un fait, c'est comme ça. Moi, je l'ai intériorisé et j'ai commencé à me dire mais pourquoi je suis chinoise alors que je suis pas chinoise, je suis française. Mais je comprends que les gens me voient comme une chinoise. Puisque je trouvais ça injuste, ça m'a un petit peu attristée d'être mise dans un autre panier alors que j'ai exactement la même culture. Et donc, j'ai complètement rejeté. Je me suis créé une carapace. Je voulais prouver à tout le monde que j'étais française et beaucoup plus française que des Français. Et ça s'est traduit par, donc comme je disais, rejet entier. Je voulais absolument pas d'amis asiatiques. Ils avaient beau être chinois ou thaïlandais, c'était exactement la même chose. Parce que j'avais peur d'être vue comme quelqu'un de communautariste, si ça se dit comme ça. Absolument. Voilà. Ouais. Donc, pas d'amis asiatiques. Je ne voulais absolument pas entendre parler de la langue. Cantonaise pour mes parents, puis mandarin, pas du tout. Ça a été un combat contre le monde qui, en fait, ne faisait pas ça pour me faire du mal. Il faisait juste ça, c'est comme ça. Mais moi, je l'ai pris comme une attaque personnelle et j'ai riposté de manière très virulente pour essayer de prouver des choses que, normalement, je n'aurais pas besoin de prouver. Donc, j'étais française. De 15 à 22 ans, je dirais
C'était vraiment la période où je faisais que me combattre ça, essayer de prouver que j'étais française. Jusqu'au jour où je suis arrivée en Chine. Ça m'a, entre guillemets, réconciliée avec cette partie chinoise de moi, qui au final, je trouve, n'a pas besoin d'être aussi rejetée. C'est dommage en fait, de devenir si extrême. Et en découvrant la culture ici, en apprenant un petit peu la langue, un petit peu, il suffit pas de beaucoup en fait, mais discuter, etc., rencontrer des gens, ça m'a réconciliée avec les traditions chinoises qui sont très intéressantes d'un côté, qu'on soit chinois ou pas. C'est des habitudes, des logiques différentes, des raisonnements, voilà, des raisonnements très différents qui sont vraiment très intéressants. Et comme j'adore, moi je suis vraiment passionnée par ça, par la différence, par les gens, discuter, etc. J'ai plongé vraiment dans cet univers chinois et petit à petit, je me suis réconciliée avec cette partie chinoise de ma personnalité et puis de mes origines. Donc aujourd'hui, si on me dit « Oh, tu es chinoise », il n'y a plus de problème. Je ne me sens plus agressée par le mot chinoise ou Chine ou chinois. Je dis « Alors, j'ai des origines, je suis française, mais j'ai des origines, c'est vrai. » Voilà, maintenant c'est ça. Alors qu'avant c'était « Non, pourquoi tu dis ça ?» C'est parce que je... Voilà. Donc, en ça, venir en Chine m'a vraiment aidé à gérer cette double culture que j'ai rejetée pendant très longtemps. Ouais, ouais. Bravo, en tout cas, c'est un joli témoignage. Merci de le partager avec nous sur la chaîne parce que peut-être ça peut aussi servir à d'autres Français d'origine chinoise. Venez en Chine. Hein. Venez en Chine, non, vraiment. Et tout va se résoudre, c'est bien. Super. Non, mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des gens de ma génération, donc ils sont... Souvent c'est la première génération en fait. Les parents ont immigré dans un pays. Donc là, on parle de la France, mais ça, c'est vrai que je le vois même en Italie, voilà, aux États-Unis. Donc les parents immigrent, et puis il y a la première génération, donc la mienne, mes cousins. Et dans les personnes que j'ai rencontrées, donc françaises d'origine chinoise, j'ai vraiment remarqué ce même malaise vis-à-vis des origines et l'envie de montrer qu'on est français, qu'on n'est pas chinois. Et plutôt qu'essayer de changer les gens, comme moi j'ai essayé de le faire pendant entre 15 et 22 ans, je me suis rendu compte que c'est seulement quand tu te changes toi-même à l'intérieur, la manière dont tu interprètes les choses, ce que les gens disent ou ce que les gens voient, que tu règles en fait les problèmes. Parce que c'est beaucoup plus sain quand tu acceptes que oui, tu es française, mais par contre, tu ne leurres personne. Tu ressembles à une asiatique. Et c'est pas grave, il n'y a rien de méchant en fait. Donc quand on l'accepte, tout va beaucoup mieux. Et si tu devais nous dire une ou deux choses que tu trouves vraiment super par rapport à la Chine d'aujourd'hui, puisque tu as envie d'y rester, j'imagine. Une ou deux choses que tu voudrais partager avec nos amis francophones sur la Chine et voilà, ce que tu trouves de bien ici. Au-delà des opportunités évidentes professionnelles, ce qui m'a marqué en arrivant ici et en vivant ici depuis 2 ans, c'est le luxe d'avoir la sécurité, et notamment en tant que femme. C'est-à-dire que la sécurité, oui, c'est déjà un luxe, vraiment. Par contre, en tant que femme, c'est un double luxe, dans le sens où, peu importe l'heure, peu importe ce que je fais, comment je pourrais m'habiller, je n'ai jamais, mais absolument jamais, été dans une situation où je me suis sentie trop regardée, où je me suis sentie mal à l'aise, où j'ai senti quelqu'un qui avait de mauvaises intentions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me retient aussi en Chine. C'est-à-dire que je me dis que si je pars, il va falloir que je me réhabitue à faire attention, à réfléchir. Est-ce que tu as porté ci alors que c'est... Voilà, moi j'estime que c'est des choses auxquelles on n'est pas censé penser. Et ici, j'ai le luxe vraiment de ne pas y penser. Je fais ce que je veux, je sors, voilà. Ça, j'adore. Vraiment, j'adore. D'accord, merci. Alors, je précise que donc moi, ça fait une dizaine d'années que je côtoie la Chine et c'est vraiment une opinion qui est partagée par l'ensemble des Français que j'ai pu rencontrer, que ce soit d'ailleurs des femmes, bien sûr, mais aussi des hommes. C'est aussi très appréciable pour les hommes. Personne ne viendra jamais nous embêter en Chine. Et ça, c'est vrai que c'est formidable. Oui, c'est ça.
Ça, c'est vraiment un aspect très important. Oui, on ne se fait pas importuner. En tout cas, avec des intentions malignes, ça n'arrive pas. En Chine, Exactement, c'est incroyable. ça. Et la deuxième chose que je pourrais partager, ce serait la possibilité de faire l'expérience d'un autre système de pensée. Vraiment, le fait de vivre en Chine et d'être confronté à d'autres logiques et une autre culture, ça nous met dans un état où on est obligé à chaque fois de un peu tâtonner, et un peu être sur le pied droit, le pied gauche, etc. Et le fait de s'habituer à ça, on devient beaucoup plus malléable mentalement, psychologiquement, et on découvre vraiment de nouvelles choses sur nous-mêmes, sur la manière d'appréhender les choses et sur la manière d'entreprendre les choses aussi. Souvent, on sous-estime le pouvoir que ça a sur le développement personnel, le bien-être personnel, et ça, c'est ce que la Chine m'a vraiment apporté. En tant que Française, avant, j'étais peut-être trop organisée. Le temps était très important pour moi. Je suis quelqu'un de très pressé. Si j'ai un temps imparti, je vais essayer de mettre le plus de choses dans ce temps imparti pour optimiser mon temps. J'ai l'impression que c'est assez français de faire ça. Je ne peux pas parler pour tout le monde, c'est sûr. Mais le temps est un problème qu'on a tous. Le fait de vouloir toujours optimiser, quand on a un petit temps supplémentaire, hop, on va caler quelque chose plutôt que juste profiter du temps supplémentaire. Avant, en tout cas, j'avais pas du tout de recul sur ma vie. Je faisais les choses parce que le plan, c'était ça. Mon but était d'arriver là-bas. Donc, je mets tous les éléments sur mon chemin pour arriver le plus vite possible là-bas. En Chine, puisqu'on doit jouer avec les cultures et que les gens ici sont pas pressés, c'est très différent, voilà. Il faut apprendre à se remettre en question, à savoir prendre le temps, tout simplement freiner un petit peu. La Chine, ça m'a vraiment apporté un frein dans la course effrénée que j'avais dans ma vie professionnelle et personnelle. On a des œillères et puis on continue tout droit et on oublie des choses sur le passage. Et quand on ralentit, la vue s'étend un petit peu et là on apprécie de nouvelles choses auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Et c'est très très important pour le bien-être personnel. Pour ces deux raisons-là, j'ai décidé de rester en Chine, encore pour quelques années, parce que j'ai énormément de choses encore à découvrir et à développer. Et j'invite donc vraiment la communauté francophone à également dire oui à la Chine. Eh bien, merci beaucoup Julie d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est l'une des vidéos, je pense, les plus riches qu'on ait faites jusqu'à maintenant, en termes en tout cas de témoignages sur ta relation à la Chine, et je pense que ça pourra aider sincèrement certaines personnes à mieux se situer par rapport soit à la culture chinoise dont ils sont originaires, soit à ce que la Chine peut apporter aussi en termes de développement global, que ce soit pour les affaires ou pour le développement personnel. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette interview. À bientôt.